En promenant son chien, le médecin aperçoit un cercueil échoué au bord de la rivière. En soulevant à peine le couvercle, il n'en a pas cru ses yeux. « Bon travail, cher collègue », dit rarement le docteur Phillips au médecin qui l'assiste. « Félicitations, l'opération a été un succès. » Une fois de plus, le meilleur cardiologue de la ville, Arthur Phillips, avait arraché un autre enfant aux griffes de la mort. Il sort de la salle d'opération et essuie la sueur de son front. Le combat a été rude et a duré 5 longues heures. « Comment va ma fille ?» demande le père de la fillette, le major de police Monsieur Lloyd, en se précipitant vers Arthur. L'homme est pâle, ses lèvres tremblent, ses yeux implorent le médecin comme s'il le suppliait. « Dites simplement que tout va bien, s'il vous plaît. Monsieur Lloyd, calmez-vous. Votre fille vivra pleinement sa vie. Elle s'en est très bien sortie. Oui, ne pleurez pas. Vous êtes un officier. Venez avec moi. J'ai quelque chose ici, plaisanta Arthur en versant un verre de cognac au père affligé. Et vous, demanda Monsieur Lloyd. Je ne peux pas. Je suis encore en service. Mais vous, vous pouvez. Ce n'est pas une blague de rester éveillé pendant une journée. Alors, rentrez chez vous. Vous ne m'êtes plus d'aucune aide ici. Reposez-vous et allez voir votre fille demain. Vous aurez une demi-heure. Docteur Phillips, vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissante. Après tout, à part ma fille, je n'ai personne d'autre. Ma femme est morte en couche. Oui, je ferai tout ce que vous voudrez. Vous voulez que je saute d'un pont dans la rivière? Pas besoin de sauter n'importe où, Monsieur Lloyd. C'est juste l'adrénaline qui fait parler la joie. Vous feriez mieux de vous réserver pour votre enfant. Malheureusement, ma femme est également décédée, dit le médecin avec de la tristesse dans la voix. Il y a longtemps, demanda le major d'un air compatissant. Il y a 2 ans, répondit Arthur. Et de quoi est-elle morte, si ce n'est pas un secret? Demande prudemment Monsieur Lloyd. Curieusement, d'une maladie cardiaque. Oui, je suis ici, un cardiologue, et je n'ai pas pu la sauver. Et personne n'aurait pu le faire. Elle souffrait d'une malformation cardiaque congénitale, on lui a déconseillé d'accoucher, mais elle a insisté. Puis elle s'est éteinte d'année en année. Et cette année, j'ai envoyé notre fils seul en première année. C'est comme ça. Les 2 hommes, unis par un même chagrin, s'étreignent chaleureusement. Puis Monsieur Lloyd, transporté de bonheur, se dirigea vers la sortie, tandis qu'Arthur se rendit au service des soins intensifs pour rendre visite à la jeune fille qui venait d'être opérée. Il avait encore beaucoup de travail jusqu'au soir. Arthur est le principal cardiologue de l'hôpital clinique régional. La liste d'attente pour un rendez-vous avec lui était énorme. Tout le monde voulait voir le cardiologue Phillips. Pourquoi ne déménagez-vous pas dans une clinique privée? Il y a une véritable chasse à l'homme pour vous. Il vous offre tellement d'argent, a demandé un jour à Arthur un collègue qui l'enviait beaucoup. Pour ne soigner que les riches héritiers? Et les enfants ordinaires? Que adviendra-t-il d'eux? Après tout, vous m'envoyez tous les patients compliqués. Je pense avoir répondu à votre question, répondit sèchement Arthur. Plus personne n'aborde ce sujet avec lui, et les directeurs d'hôpitaux privés abandonnent peu à peu. À midi, Arthur décide de prendre l'air et de manger dans un café bon marché à proximité. Bonjour, docteur Phillips. Heureux de vous voir s'approcher de la table, le jeune administrateur est le fils du propriétaire du café, qui avait été récemment le patient du docteur Phillips. Que voulez-vous commander? Bonjour, Caleb. Comment va votre santé? Demanda Arthur par habitude. Très bien. Je fais de la plongée. Répond fièrement Caleb. C'est bien, mais n'en fais pas trop. Je prendrai le plat du jour? Dit joyeusement Arthur en se frottant les mains. J'ai très faim.
Il y a eu une opération difficile aujourd'hui. Considérez que c'est fait, répondit énergiquement l'administrateur. Le plat du jour était un succulent morceau de bœuf tendre cuit au four avec de la purée de pommes de terre, généreusement recouvert d'une sauce tomate épicée. Arthur savoura le repas et sa fatigue disparut. L'addition, s'il vous plaît, demanda-t-il. Votre facture a déjà été payée. Caleb sourit. Eh bien, Arthur a étiré le mot. Je ne peux pas accepter cela, mais je peux, dit Caleb. C'est le moins que je puisse faire pour vous. Vous n'avez pas pris d'argent à mon père à l'époque. Nous sommes un hôpital gratuit et je ne prends jamais d'argent aux enfants, répond Arthur. Merci de m'avoir fait plaisir, Caleb, mais mettons-nous d'accord. C'est la dernière fois. C'est vraiment gênant pour moi. C'est vraiment gênant pour moi. D'accord. L'administrateur a accepté. La dernière fois. Revenez. Nous sommes toujours heureux de vous voir. Après avoir acheté un sandwich pour le dîner, Arthur s'apprêtait à traverser la rue lorsqu'il vit quelque chose d'inhabituel. Un chien hirsute se tenait patiemment au bord du passage pour piétons. Lorsque le feu vert s'est allumé, il a remué la queue et a traversé en courant. Le piéton à quatre pattes s'est ensuite positionné à l'entrée du café et s'est dressé sur ses pattes arrière pour demander de la nourriture aux passants. Arthur était curieux de voir ce qui allait se passer. Le chien était mal entretenu et manifestement sans abri. Le chien au grand cœur est resté debout pendant que les gens, ne remarquant pas sa situation, se dépêchaient de vaquer à leurs occupations. Finalement, épuisé, l'artiste hirsute se coucha à l'entrée en gémissant. « Tu veux manger, petit chien ?» Arthur ne pouvait pas passer à côté d'un animal affamé, même si ce n'était qu'un chien. « Ma femme a toujours voulu un chien. Mais ça n'est jamais arrivé. Manger. » Et il donna son sandwich au chien. Étrangement, le chien ne s'est pas jeté sur le jambon et le fromage odorant, mais a au contraire approché le sandwich avec sa patte, doucement, avec gratitude, tout en regardant l'homme. En le reniflant, le chien a commencé à le manger avec précaution, bavant de plaisir. Satisfait de lui-même, le médecin se dirigea vers l'hôpital. En chemin, il pense à son fils, qu'il doit confier à une nounou. Arthur n'avait pas de parents susceptibles d'aider un père célibataire avec un enfant. Et les nounous, en général, sont un luxe coûteux. Embaucher n'importe qui dans la rue était effrayant, et par l'intermédiaire d'une agence, coûteux. Mais il n'y avait rien à faire. Il devait renoncer à un cinquième de son salaire pour s'offrir les services d'une nounou professionnelle ou d'une gouvernante, comme dirait Chris. Arthur était presque arrivé à l'entrée du personnel lorsque quelque chose lui frôla légèrement la jambe par derrière. En se retournant, il aperçoit le chien qui la nourrit. « Eh bien, maintenant tu t'es attaché à moi », s'exclama Arthur. « Et qu'est-ce que je suis censé faire de toi maintenant ?» Le chien s'arrêta, comme s'il comprenait ses paroles, baissa la tête et se couvrit les yeux d'une patte. C'était si doux, si humain, qu'Arthur eut honte. La bête s'était comportée avec plus de tact que lui. « Je suis désolé, vraiment désolé. Je me suis jeté sur vous comme un chien enragé. » Oh, Arthur se rattrape. « Encore désolé. Peut-être que vous comprenez tout. » Le chien s'arrête et remue la queue, comme pour prouver au bipède qu'il a bien tout compris. Arthur regarda attentivement le chien. C'était un mélange de berger et de chien errant, assez grand. Mais surtout, il avait des yeux intelligents qui soutenaient l'homme qui se tenait devant lui. La vie avait visiblement malmené le chien, son oreille droite était déchirée et il lui manquait le bout de la queue. « Et qu'est-ce que je vais faire de toi ?» demanda Arthur à son poursuivant. « Te ramener à la maison ?» Chris en serait ravi. « Tu sais, j'ai déjà fort à faire, et maintenant il y a un chien à nourrir et à promener en plus. » Comme s'il comprenait que son sort était en train de se jouer, le chien se dressa sur ses pattes arrière et se mit à gémir plaintivement. «
Très bien, nous rentrerons ensemble ce soir, s'emporta Arthur. Attends-moi, c'est compris? Le chien aboya joyeusement et se mit à courir autour de son nouveau maître. Arthur fait un signe de la main pour indiquer où le chien doit l'attendre et entre dans le hall de l'hôpital. Qu'est-ce que c'est que cette boue qui aboie dans la cour? Dois-je la chasser? Demande l'agent de sécurité, inquiet. Non, ce n'est pas la peine. C'est mon chien, répondit Arthur. Il s'est pris d'affection pour moi. Je veux le ramener chez moi. Et pourquoi voulez-vous ce chien sale? Il pourrait mordre votre petit garçon, se demanda le gardien. Non, celui-ci ne mord pas, répliqua Arthur. Et la saleté peut être lavée. Le gardien haussa les épaules. Il ne comprenait pas l'étrange décision du célèbre médecin, mais il ne chassa pas le chien de la cour de l'hôpital. Le soir venu, le docteur oublia complètement son nouveau protégé, mais pas le chien. Il salua son maître comme il se doit, en remuant la queue et en gémissant. Si un passant avait vu cette scène à ce moment-là, il aurait simplement pensé que le propriétaire était en train de se promener avec son animal. Ainsi, l'homme et le chien, comme deux amis proches, rentrèrent chez eux. L'homme s'apprête à partir lorsque la clé tourne dans la serrure et que le propriétaire entre dans la maison. Le chien se tenait sur le seuil, hésitant, comme s'il avait peur d'effrayer son nouveau bonheur, qu'il avait péniblement et longuement atteint. Ses yeux semblaient dire « Et si on me mettait dehors ?»« Entrez, pourquoi restez-vous là ?» dit Arthur à l'invité, mais le chien reste immobile. À ce moment-là, la nounou regarda le chien avec dédain, se faufilant derrière la porte, dit au revoir et partit. « Papa, pourquoi les portes sont-elles ouvertes ?» Chris, 7 ans, se précipite dans le couloir. En voyant le chien, l'enfant se figea un instant, puis ses yeux s'écarquillèrent d'admiration. « C'est un chien? Un vrai? Papa, tu l'as vraiment acheté pour moi? Comment s'appelle-t-il? Je peux le caresser? Chien, viens ici, une avalanche de questions s'ensuivit. Arthur n'a pas le temps de répondre que le chien, avec des aboiements joyeux, se précipite sur Chris et commence à lui lécher les joues, la tête et les mains. Le chien avait choisi son maître, et ce n'était pas le docteur. Pirate. Je t'appellerai Pirate. S'exclama Chris en s'étouffant de rire. Ce nom lui va bien, sourit Arthur. Je n'y avais pas pensé. Mais tu sais, Chris, tu devras aider à prendre soin de Pirate, le nourrir, le laver, le brosser, le promener et jouer avec lui, et lui apprendre les ordres. Les yeux de Chris s'illuminèrent. Il semblait que son grand rêve était devenu réalité. Il avait maintenant un chien. Je vais l'aider, c'est mon ami, s'exclama le garçon. Comme Arthur s'y attendait, il avait effectivement plus de problèmes maintenant. Il passa toute la soirée à baigner et à toiletter le chien pour qu'il soit présentable. Une fois le toilettage terminé, le trio s'est mis à table. Les propriétaires mangèrent la soupe préparée par les mains attentionnées de la nounou, tandis que Pirate dévora avec bonheur le ragoût de bœuf décongelé. À l'heure du coucher, Pirate reçoit une natte, une vieille veste d'Arthur. Pour l'instant, tu dormiras dans le couloir, lui dit-il. Nous allons te soigner et ensuite tu pourras garder le lit de Chris. Tu comprends? Bien sûr, Pirate a tout compris. Il posa sa tête sur ses pattes et resta à sa place toute la nuit. Même une nuit solitaire dans le couloir était le comble du bonheur pour lui. Qu'est-ce qu'un ancien chien errant peut demander de plus? De la nourriture, un toit et des maîtres bienveillants. Le lendemain, Arthur a eu droit à un jour de congé. Après avoir envoyé son fils à l'école, il décida de faire une promenade avec Pirate. Le chien courut énergiquement devant lui, l'entraînant plus profondément dans un petit bosquet près du complexe résidentiel. Bientôt, la rivière apparut, ses vagues clapotant doucement contre la rive. Le bruit de l'eau et les étendues familières calmaient toujours Arthur,
qui aimait se promener ici avec Chris. Maintenant, c'était au tour du pirate. En aval, il y avait un petit village dont les habitants travaillaient dans une ferme locale. Lorsque Chris était petit, Arthur avait l'habitude d'acheter du lait frais, rien que pour lui. Les souvenirs de cette époque, où sa femme bien-aimée était encore en vie, remplissaient Arthur de nostalgie. Soudain, il a eu envie de retrouver le goût du lait frais, que l'on ne peut pas acheter dans un magasin. Résolu à s'en procurer coûte que coûte, Arthur se dirigea d'un pas vif vers le village. Soudain, Pirate, qui courait devant, se figea et regarda au loin. Puis, en aboyant bruyamment, il s'élança vers la berge de la rivière, envahi par les roseaux. Arthur pensa que le chien voyait une profondeur pour la première fois et ne se précipita pas pour le rattraper. Mais le pirate se précipita vers son maître, tournant en rond autour de lui et aboyant sans cesse. Il essayait de guider l'homme déconcerté. Arthur, intrigué par ce comportement étrange, finit par suivre le pirate. Alors qu'il s'approchait du rivage, il put distinguer un objet étrange ressemblant à un épais tronc d'arbre. L'objet se balançait au bord de l'eau, et le chien aboyait et gémissait comme s'il avait peur. Arthur accélère le pas, mais il se sent mal à l'aise. « Pirate, non !» cria-t-il en se déplaçant, craignant pour son ami. Mais le chien n'écouta pas, courut le long de la berge et disparut de la vue. Lorsqu'Arthur atteignit la rivière et sépara les roseaux, il resta muet d'horreur. Non, il avait vu beaucoup de choses dans sa vie, mais jamais cela. Devant lui se trouvait un cercueil, un vrai, mais sans doublure ni autre ornement. Ces cercueils étaient généralement destinés aux plus pauvres. Peut-être avait-il été emporté par le courant depuis le village et s'était-il échoué ici. Quelle absurdité, murmure Arthur stupéfait. Qui jetterait un cercueil? Pirate, calme-toi. Mais le chien se précipite dans l'eau et gratte les parois en bois de l'affreuse boîte. Arthur se crispe, il craint d'ouvrir le couvercle et de regarder à l'intérieur. J'espère seulement qu'il n'y a pas de cadavre à l'intérieur. Oh, heureusement que je n'ai pas emmené Chris, dit-il à voix haute. Le garçon aurait eu peur. Rassemblant son courage, Arthur finit par retirer le couvercle du cercueil. Il n'est pas cloué. Surmontant sa terreur, il regarde à l'intérieur et ce qu'il voit le choque. Dans le cercueil, recroquevillé sur lui-même et se couvrant le visage de ses mains, gisait un garçon. Il était vivant, mais très effrayé, probablement par les aboiements du chien. Et peut-être pas seulement, car personne ne monte dans un cercueil dans de bonnes conditions. Le garçon semblait avoir à peu près le même âge que le fils d'Arthur, 7 ou 8 ans. Il était mal habillé, visiblement émacié. Ses bras maigres tremblent de peur et ses yeux sont cernés par le manque de sommeil ou le stress. Il est clair qu'il a des ennuis, mais lesquels? Toutes ces pensées tourbillonnent dans la tête d'Arthur sans trouver de réponse satisfaisante. Une seule personne pouvait résoudre cette énigme, le garçon dans le cercueil. Aussi étrange que cela puisse paraître. « Bonjour », dit Arthur à voix basse. « Comment es-tu arrivé ici? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Tu peux me le dire. Laisse-moi t'aider à sortir d'ici. » Et Arthur prit délicatement le petit garçon dans ses bras. Il était léger comme une plume et n'a pas résisté, faisant entièrement confiance à l'étranger. Apparemment, il n'avait plus rien à perdre. Le petit garçon regarda le pirate avec méfiance. « N'aie pas peur, c'est un ami. Il s'appelle Pirate. C'est le chien de mon fils, » expliqua Arthur. « Et regarde ce que j'ai là, » dit-il en sortant de sa poche une barre de chocolat qu'il avait achetée pour son fils en chemin. En voyant la friandise, le garçon s'est mis à sourire et à attraper le chocolat. Après l'avoir rapidement terminé, il tapota la tête du pirate. « Je m'appelle Alex », finit-il par se présenter. « Je ne me suis pas mal comporté. Tu es sûr que tu n'es pas blessé? » « On appelle une ambulance », demande Arthur, inquiet.
L'enfant ne présentait aucune blessure visible, ce qu'il évalua immédiatement en tant que médecin. Cependant, seul un examen approfondi pourrait révéler d'éventuels problèmes internes. Oh, mon oncle, n'appelez pas l'ambulance. J'ai terriblement peur des médecins. S'exclame Alex. Tu as peur de moi? Je suis médecin moi aussi, sourit Arthur, l'air doux. Je m'appelle Arthur Phillips, mais tu peux m'appeler oncle Arthur. Vraiment, y a-t-il des médecins comme vous? Ils portent généralement des blouses blanches, des stéthoscopes autour du cou et semblent toujours faire les injections les plus douloureuses. S'étonne Alex. Et vous avez même un chien? Oui, les médecins ne peuvent-ils pas vivre une vie normale? Allons, Alex, qu'est-ce que tu dis là? Arthur rit de bon cœur pour la première fois depuis plusieurs mois. Alors, raconte-moi tout depuis le début. D'où viens-tu et as-tu manqué à quelqu'un à la maison? Je n'ai plus de maison, répondit le garçon, l'air plus vieux que son âge. Je vivais avec mon grand-père et je n'ai pas de parents. Je n'ai même pas une seule photo d'eux. Mon grand-père était garde forestier et m'emmenait partout avec lui. Vous savez, je peux lire les traces d'animaux dans la forêt. Je sais quelle piste est celle d'un lièvre et où courent les renards, dit fièrement Alex. C'est mon grand-père, Elliot, qui m'a appris cela. Et il y a 2 jours, mon grand-père est mort. Les médecins sont venus et ont dit que son cœur n'en pouvait plus. C'est là que j'ai pleuré, et j'ai envie de pleurer maintenant. Attends, ne pleure pas encore. Arthur a essayé de distraire Alex de son chagrin. Dis-moi, pourquoi le cœur de ton grand-père n'a-t-il pas tenu le coup? Je suis cardiologue, après tout, spécialiste des maladies cardiaques. Je sais pertinemment que ce sont ses oncles qui sont à blâmer. Ils lui ont tendu une embuscade dans la forêt cette fois-là et se sont disputés avec lui. Je ne sais pas sur quoi porter la dispute, mais mon grand-père m'a dit de courir dans la maison et de m'y enfermer. Puis il est rentré à la maison tout pâle et a dit que nous allions quitter notre village. Le lendemain, il est mort, il s'est endormi la nuit et ne s'est jamais réveillé. J'ai essayé de le réveiller par tous les moyens possibles, mais il ne voulait pas se lever. J'ai alors couru chez Grace, notre voisine, qui a appelé une ambulance. J'ai passé la nuit chez elle. Grand-père a été emmené quelque part et Grace m'a accueilli. Elle m'a préparé des tartes, mais je n'avais pas envie de manger. Tout ce que je voulais, c'était pleurer. Ce n'est pas si grave de pleurer, dit Arthur en tapotant le garçon sur la tête. J'ai pleuré aussi quand ma femme est morte. Maintenant, il n'y a plus que mon fils Chris et moi qui vivons ensemble. Il est en première année. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je te raccompagne? Où vit cette Grace? De quoi tu parles, Arthur? Je ne peux pas rentrer chez moi. Les méchants oncles me trouveront là-bas. Alex a eu peur et ses lèvres ont tremblé. Arthur a vu que l'enfant était au bord de la crise de nerfs et s'est étonné qu'on ait pu le mettre dans cet état. Quel genre de personnes vivent dans ce village? Mais à voix haute, il dit, quels oncles? Ce matin, ces hommes en noir sont venus chez Grace et lui ont posé des questions. Elle a crié et ne les a pas laissés entrer. J'ai eu peur, j'ai grimpé par la fenêtre et je suis rentré à la maison en courant. J'ai une cachette secrète où je me cachais toujours. Ils sont donc venus chez nous, ont cassé les portes et ont commencé à chercher quelque chose. Ils ressemblaient aux ninjas des films, très agiles. Ils ont jeté des objets, cassé des choses, crié et se sont disputés. Le plus grand d'entre eux a dit qu'il couperait la tête de quelqu'un. J'ai pensé que ce serait moi, alors j'ai couru tranquillement parce que les méchants oncles s'approchaient de ma petite cachette derrière le poêle. Comment as-tu fini dans un cercueil alors? Demande Arthur avec impatience. C'est très simple, notre maison est située au bord de la rivière. Les hommes du coin ont fabriqué un cercueil pour grand-père et l'ont adossé au mur de la maison. Je l'ai traîné jusqu'à la rive, je me suis assis dedans comme dans un bateau,
Je me suis couvert avec le couvercle pour ne pas avoir peur, et le courant m'a emporté. C'est alors que tu m'as trouvé. Plus précisément, le pirate m'a sauvé. Alors, je ne retourne pas au village. Et si ces ninjas habillés en noir attaquent? Il n'y a pas de ninjas, tu as dû l'imaginer. Probablement des voleurs ou des jeunes qui font des bêtises, rassura Arthur, mais il décida de vérifier cela plus tard. Il lui semblait étrange qu'Alex, comme s'il l'avait fait exprès, soit livré à lui-même. Et il est encore plus surprenant que personne ne le cherche. Oui, quel genre de personnes indifférentes sont-elles? S'indigne encore Arthur. Et qu'est-ce que c'est que ces ninjas? Il faut que je comprenne cette histoire. Il comprend que s'il livre Alex à la police maintenant, le garçon sera probablement envoyé dans un orphelinat. Et pour un enfant qui a enduré l'amertume de la perte d'un être cher et qui est confronté au danger de l'inconnu, ce serait un choc cruel. Il fallait faire quelque chose. Écoute, Alex, aimerais-tu rester chez moi un jour ou deux? Mon fils a à peu près ton âge, et tu aimais bien le pirate, demanda Arthur. Votre fils ne se battra-t-il pas? Parce que je sais me défendre, je suis déjà en 2e année. Alex a déclaré, personne ne te fera de mal. En plus, mon fils ne sait pas se battre. Arthur sourit. Ce n'est pas grave. Je vais lui apprendre. Le petit garçon déclara sérieusement et prit la main de son sauveteur. Quand Arthur et Alex sont entrés dans la maison, ils ont été accueillis à la porte par la nounou toujours pressée. Vous avez 2 heures de retard. Les circonstances sont ainsi faites. Abigail, commença Arthur en s'excusant. Il ne voulait pas perdre une employée aussi responsable. Et voici une nouvelle recrue dans nos rangs. Voici Alex. Vous voulez dire que je vais devoir m'occuper de 2 garçons maintenant? Pas du tout. Oubliez ça. Nous n'étions pas d'accord, s'exclame-t-elle. Mais, Abigail, ce n'est que pour une courte période, a commencé Arthur. Je paierai. Je paierai. Ne comptez plus sur moi. D'ailleurs, j'ai trouvé une autre famille. La nounou a craqué et est partie, laissant tout le monde perplexe. Est-elle partie à cause de moi, demande Alex. Non, bien sûr que non. Il semble que ce n'était qu'une excuse. Quand tu seras grande, tu apprendras à comprendre les gens, dit Arthur. Eh bien, allons-nous faire connaissance? Laisse-moi juste laver les pattes du pirate. Et toi aussi, tu as bien besoin d'être lavé. Et Arthur conduisit le petit invité à la salle de bain où il lui donna une serviette et du savon. Pendant qu'Alex se débrouillait, il alla faire chauffer la bouilloire. Malgré sa rigueur et son insatisfaction, Abigail avait préparé un bon dîner, ce dont Arthur la remercia mentalement, pour avoir donné son départ. Il n'y a rien à faire. Les poissons cherchent des eaux plus profondes, et les gens des endroits plus agréables. Papa, chuchote Chris en se hissant sur la pointe des pieds, il y a quelqu'un dans la salle de bain. Il fait des bulles et des éclaboussures. C'est notre invité. Le garçon s'appelle Alex. Son grand-père est mort et Alex va rester avec nous pendant un certain temps. Tu es d'accord, demande Arthur, qui connaît déjà la réponse. Chris était un enfant gentil. Bien sûr. Laisse-le rester. Peut-être que nous deviendrons amis. Chris sourit. Écoute, tu pourrais peut-être lui donner quelques-uns de tes vêtements. Il fait à peu près ta taille. Il a 8 ans. Voyons ce que nous pouvons trouver. Chris accepta et alla fouiller dans l'armoire. 5 minutes plus tard, Alex apparaît dans un survêtement tout neuf que son généreux fils lui a offert. Je m'appelle Alex. Tu veux qu'on devienne amis, dit-il en lui tendant la main. Je m'appelle Chris. Tu as faim? Oui, j'ai l'estomac qui gargouille. Répondit Alex, et les garçons se mirent à rire. Après un dîner copieux,
les garçons sont partis jouer, tandis qu'Arthur est resté pour nettoyer la cuisine et réfléchir à la manière d'en savoir plus sur cette étrange histoire. Lorsqu'il entre dans la chambre des enfants, il est surpris de voir à quel point Chris et Alex sont devenus proches. Ils interagissaient comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Le fils d'Arthur montrait ses jouets et n'était pas du tout avare, les partageant avec ses invités, qui étaient extrêmement surpris par la richesse des jouets. Cependant, à son expression, Arthur ne pouvait pas dire si Alex ressentait de l'envie ou des émotions négatives. Il était clair à l'œil nu que de tels jeux étaient une nouveauté pour lui et qu'il ravissait magiquement l'enfant, provoquant une véritable excitation. Arthur se sentit désolé pour ce garçon qui vivait apparemment très pauvrement avec son grand-père. « Arthur, regarde le fort que nous avons construit », s'exclame Alex en montrant un abri fait d'une couverture et de quelques chaises. « Oui. On va se cacher des ninjas avec Alex », déclare Chris. « Bon travail, continuez à jouer. Et puis on boit du lait chaud et on va se coucher », dit Arthur en se disant, « Encore des ninjas ?» Le garçon devait avoir vraiment peur s'il ne pouvait s'empêcher d'y penser. Alors qu'il s'affairait dans la maison, la fin de la soirée arriva. Lorsqu'Arthur entra dans la chambre, il fut surpris par le silence inhabituel qui y régnait. Personne ne riait ni ne jouait. Même Pirate ronflait paisiblement à côté du fortin des enfants. En jetant un coup d'œil sous le bord de la couverture et en regardant à l'intérieur de la tente, Arthur vit les enfants dormir paisiblement. Il dut les porter un par un jusqu'à leur lit. Il s'installe sur le canapé du salon pour dormir. Une dure journée l'attendait. Au matin, Arthur sent l'odeur d'une omelette au jambon. L'espace d'un instant, il pense que sa femme s'affaire dans la cuisine. Était-il en train de faire un rêve merveilleux? Il se pince, ça fait mal. Il était donc bien réveillé et quelqu'un était bien en train de préparer le petit déjeuner. Ah, oui. Et Arthur se frappa le front. Abigail était revenue. Il se dirigea en traînant les pieds vers la cuisine, prêt à s'excuser à nouveau pour rien. Mais à son grand étonnement, ce n'était pas elle qui préparait le petit déjeuner. C'était Alex. Le garçon portait le tablier de sa défunte épouse, ce qui le gênait drôlement. « C'est donc toi qui t'occupes de tout ça? Et moi qui croyais que les ninjas étaient arrivés, » plaisante Arthur. « Oui, c'est moi. Quand je vivais avec grand-père, c'est toujours moi qui préparais le petit déjeuner. Je peux fumer des pommes de terre comme vous ne le croiriez pas. Elles sont bonnes à s'en lécher les doigts. » déclare fièrement Alex. Il était évident qu'il se sentait beaucoup mieux. Ils se sentaient bien dans leur famille, et Pirate était ravi, remuant la queue. Ce qui ne signifiait qu'une chose. Il avait eu droit à une saucisse. Un chaleureux sentiment de gratitude et d'attachement à l'égard du pauvre Alex, qui avait subi un sort cruel, emplit le cœur d'Arthur. Et il prend la ferme décision de se battre pour le bonheur de ce petit garçon et même d'adopter l'orphelin. Oh, ça sent bon! Chris entre dans la salle à manger. « Alex, tu veux bien m'apprendre à cuisiner? » « Bien sûr, c'est facile, » répondit le petit chef d'un air affairé. Après le petit déjeuner, qui, soit dit en passant, n'a pas brûlé du tout, Arthur se dirigea vers le malheureux village, laissant les enfants à la garde de leur voisin Aaron. Heureusement, c'était un jour férié, et Chris et Alex n'avaient pas besoin d'aller à l'école. Vêtu d'une vieille veste, d'un jean usé et de bottes en caoutchouc, Arthur décide de se rendre au village, comme on dit, de se fondre dans la foule. Petit à petit, il espère en savoir plus sur le grand-père Elliot et Alex. Peut-être que quelqu'un de la région pourrait faire la lumière sur cette sombre histoire. Mais ce n'est pas si simple. L'œil aiguisé des villageois omniprésents l'a immédiatement catalogué comme un citadin. C'est ainsi que plusieurs enfants du village le suivirent à vélo. « Et, monsieur, d'où venez-vous » lui demande un garçon roux sur une vieille bicyclette. « J'avais l'habitude de venir ici pour rendre visite à grand-père Elliot il y a longtemps, quand j'étais jeune » répondit Arthur en esquivant la question. «
Vous connaissez probablement tout le monde ici, n'est-ce pas? Bien sûr, se vante le garçon. Nous connaissons tous les chiens, sans parler des gens. Sur qui veux-tu te renseigner? Eh bien, sur grand-père Elliot et sur Alex, dit Arthur. Le grand-père est mort récemment et nous n'étions pas amis avec Alex. Il était trop bizarre. Il ne courait pas après les poules avec nous, il ne lançait pas d'objets sur les filles. Il se promenait toujours dans les bois avec le vieux. Alors nous l'avons surnommé l'esprit de la forêt. Vous devriez aller voir le président. Il rendait souvent visite à grand-père Elliot, il pourrait savoir quelque chose. Il s'appelle Monsieur Riddle. Merci beaucoup, le remercia Arthur en se disant qu'il était si jeune et qu'il inventait déjà des surnoms blessants. Pauvre Alex, comment fait-il pour vivre ici? C'est tellement différent de tout le monde. Et Arthur fut encore plus convaincu qu'il voulait être un soutien pour le pauvre garçon dans la vie. Le conseil du village est reconnaissable à son bâtiment en briques, unique en son genre. Toutes les autres maisons étaient en bois. Monsieur Riddle était assis dans un petit bureau miteux, mais il était vêtu d'un costume coûteux. À son poignet brille une montre en or, qui détonne dans le décor général de la vie du village. Sur le bureau se trouvent les clés d'une Mercedes, dont le pommeau brille de 1000 feux. Arthur se méfie, mais ne le montre pas. En voyant un étranger, il se crispe un peu. Je me demande de quoi il a peur, pensa le visiteur, mais il dit à haute voix. Bonjour, monsieur Riddle, dit-il en faisant semblant d'être un simple d'esprit. Je m'appelle Arthur, mais vous ne vous souvenez sans doute pas de moi. Le président examine attentivement le visage du nouveau venu pendant quelques minutes et rend son verdict. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Rien, le rassure Arthur. Je cherchais juste mon parent éloigné, le vieux Elliot. J'ai entendu dire qu'il vivait avec un garçon depuis peu. J'ai décidé de revisiter des lieux familiers de mon enfance et de rendre visite au vieil homme. Il est mort il y a 2 jours, dit monsieur Riddle en plissant les yeux. Vous êtes un peu en retard. Quand ont eu lieu les funérailles, demande Arthur. Ce matin même, ils l'ont enterré. Tout s'est déroulé dans le plus grand respect. Les proches sont venus de la ville, répond le président. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai? Je n'ai pas pu lui dire au revoir. S'exclama Arthur. Luttant contre l'horreur intérieure, sachant qu'il n'y avait ni parents ni cercueil. L'ont-ils vraiment enterré comme ça, sans rien? Avez-vous besoin de quelque chose d'autre de ma part? Si vous voulez entrer dans la maison, pour vous remémorer le passé, les clés de la maison de grand-père sont accrochées à un clou juste à côté de la porte. Non, je n'irai pas seul. Ce n'est pas bien. Et le garçon pourrait avoir peur, a laissé entendre Arthur. Ne vous inquiétez pas, les parents ont emmené le garçon en ville. Il va bien, a dit monsieur Riddle. Bon, alors je crois que je vais partir, dit Arthur calmement, en essayant de paraître sérieux. Il n'y a rien à faire. Trop tard, c'est trop tard. Et il quitta le bureau, reprenant son souffle en marchant. Qu'est-ce que cela signifie? Se demanda Arthur en marchant sur le sentier. Ils ont enterré le vieil homme si rapidement, comme s'ils voulaient brouiller les pistes. Et pourquoi m'a-t-il menti à propos d'Alex? Cela signifie-t-il que le président a un intérêt direct? Et quel genre de parents ont fouillé la maison? Monsieur Riddle avait l'air quelque peu mécontent. Ses complices n'ont donc pas trouvé ce qu'ils voulaient. Peut-être quelqu'un? Arthur se rendit compte qu'il cherchait certainement Alex. Mais pourquoi ces ninjas avaient-ils besoin de lui? Cette question devait être clarifiée d'urgence, car il était clair que quelqu'un chassait l'enfant. Et cela signifiait qu'Alex était en danger. Conscient de cela, Arthur décide de chercher des informations auprès d'une personne directement impliquée dans la vie d'Alex, la voisine, Grace. Arthur n'eut aucun mal à trouver sa maison, car elle n'était pas très éloignée de celle du vieux Elliot. De loin,
Arthur aperçoit une silhouette féminine élancée. Lorsqu'il s'approcha, il vit que la jeune femme élancée essayait de réparer une clôture tombée qui séparait le jardin de la route et qu'aucun homme ne s'arrêtait pour l'aider. Quel genre de personnes vivent ici? Quelle maison de fous! S'indigne Arthur. Pendant ce temps, Grace, car c'est bien d'elle qu'il s'agit, essayait d'enfoncer un énorme clou dans un piquet pourri à l'aide d'un marteau qui ne cessait de manquer sa cible dans ses mains malhabiles, déformant le clou. Épuisée, la femme s'est assise au bord de la route, s'est adossée à la clôture brisée et a pleuré. « Laisse-moi faire », dit Arthur en prenant le marteau des mains de Grace. « Nous allons réparer ça tout de suite. Il n'est pas nécessaire de pleurer pour des choses aussi insignifiantes. Il y a tant de chagrin autour de nous, et tu pleures pour une clôture stupide. »« Ce n'est pas bête du tout, » dit Grace en sanglotant. « C'est mon père qui l'a installé. C'est ma faute si je n'ai pas gardé un œil dessus. J'étais trop occupée. J'ai une ferme et j'élève ma fille seule. Vous pensez que c'est facile d'être sans mari? J'élève aussi un fils toute seule, a répondu Arthur. Je n'ai qu'un chien pour ferme, mais la vie en ville n'est pas facile non plus. Ensemble, ils réparent la clôture. Les planches étaient droites et le poteau ne penchait plus. Et quel est ton nom? Demanda Grace. Je m'appelle Arthur, répondit-il. Et votre Grace, c'est ça? Comment l'avez-vous su? Elle s'étonne. C'est un secret, sourit Arthur. Entrez dans la maison. Je vous offrirai du lait frais, proposa Grace. Ce serait un péché de renvoyer une telle aide les mains vides. Arthur accepta volontiers, d'autant plus que cela lui donnait une bonne occasion d'en apprendre plus sur Alex et Elliot sans que personne d'autre ne l'écoute. Après avoir bu une bonne tasse de lait et mangé une tarte à l'oignon, Arthur essuie sa moustache laiteuse et entame la conversation. Alors, est-ce que grand-père Elliot n'habite plus ici? J'ai entendu dire qu'il avait un petit-fils à sa charge. Il commença prudemment. Grace se tourna pour le regarder attentivement, comme si elle essayait de comprendre s'il était venu avec de bonnes intentions. Apparemment, quelque chose chez Arthur lui inspirait confiance, et elle lui fit signe de parler doucement. « Ne dis à personne ce que je vais te dire, » murmura Grace. « Oui, Alex n'est pas vraiment le petit-fils de grand-père Elliot. Il y a presque 8 ans, il a trouvé le garçon dans la forêt au cours d'une patrouille. Le bébé était couché dans un panier, recouvert de grosses aiguilles. Ceux qui ont caché l'enfant ont fait un mauvais calcul, il s'est mis à pleurer très fort. C'est ainsi que grand-père Elliot l'a trouvé grâce à ses pleurs. Je me souviens bien de tout cela parce que mon père était encore en vie. J'étais une fille à l'époque, et je lui apportais du lait pour le bébé, je m'occupais de lui pendant que le voisin vaquait à ses occupations forestières. Nous ne savions pas comment cela s'était passé, mais nous avons enregistré le garçon comme pupille de grand-père Elliot et nous n'avons pas signalé l'incident à la police. Je pense que l'aide du président était impliquée. Il ne fait rien pour rien. Pauvre Elliot. Il a toujours voulu un petit-fils. Il n'a jamais eu d'enfant. Nous avons appelé le bébé Alex. Mais comment s'est-il retrouvé dans la forêt, demande Arthur. Qui le sait? Grace haussa les épaules. J'étais jeune à l'époque et je n'y ai pas pensé. Mais il y a 3 jours, des gens sont venus voir grand-père et lui ont demandé quelque chose. Je n'ai pas pu entendre exactement quoi. Il les a chassés en les menaçant de les poignarder avec une fourche. Et il était connu pour être un homme calme. Cela a dû le pousser à agir de la sorte. Je pense que c'est à cause de cette querelle qu'il s'est senti mal. Hier, les mêmes personnes ont fouillé dans sa maison. Je les ai vus par la fenêtre. Ils se faufilaient partout et cherchaient quelque chose. C'est alors qu'Alex a disparu. C'est là qu'Arthur a acquis la conviction que les bandits en avaient après le garçon. Mais pourquoi? Ses pensées furent interrompues par un bruit dans l'entrée de la maison, et soudain, la porte d'entrée s'ouvrit en grand. Grace, oh,
Grace, un homme ivre et hirsute, ressemblant plus à un ours qu'à un humain, entra en titubant dans la hutte. « Et qui est-ce que vous avez ici ? On m'a dit que vous aviez des invités. » « Quels invités ? Cet homme a réparé la clôture que vous avez cassée. On lui a dit que vous buviez, les amis. » « Bonjour. » Arthur a essayé d'être poli, mais sa noblesse est passée inaperçue. « Qu'est-ce que tu fais là ? Wanda abattue ? Tu penses que parce qu'une femme est divorcée, elle peut ramener un amant à la maison. » La colère des porteurs d'hommes s'abat sur Arthur. « Regarde-toi, tu t'installes comme un prince. Savez-vous qui je suis ? Je suis un fermier, déclara-t-il fièrement en se frappant la poitrine. Pierre, calme-toi. Ce n'est pas un amoureux. Grace l'a grondé. Nous sommes divorcés depuis 2 ans. Ne viens pas ici. Je ne veux même pas de pension alimentaire de ta part. Tu es toujours ma femme, beugla Peter, furieux. Il doit partir et je m'occuperai de toi. Tu apprendras à ramener d'autres hommes à la maison, espèce de riche. Je partirai quand je le voudrai, dit Arthur calmement. Et Grace n'est pas votre propriété, compris ? Partez vous-même, vous a-t-on clairement dit. Grace jeta à Pierre un regard haineux, et Arthur le remarqua. Il ne pouvait pas laisser une femme en difficulté. Ce n'était pas dans sa nature. D'ailleurs, il s'était pris d'affection pour la délicate et charmante Grace. « Allons-nous dehors ?» cria Peter. « Allons-y, puisque tu ne comprends pas bien, » dit Arthur en souriant. Son service militaire lui avait beaucoup appris, Arthur était donc confiant. Ils étaient à peine sortis que Pierre s'empara d'un pied de biche. D'où lui venait cette énergie ? Il s'élança vers Arthur. Bien sûr, c'était contraire aux règles. D'un geste rapide, Arthur arracha l'outil à Peter et exécuta un balayage rapide. Le gros fermier tomba la tête la première dans la boue et poussa un hurlement de rage. Peter chargea à nouveau, mais fut projeté sans effort par-dessus la hanche d'Arthur. Et ainsi de suite indéfiniment. Le fermier attaquait, et Arthur continuait à le faire tomber au sol avec de nouvelles techniques à chaque fois. Le pirate aboyait et se débattait, mais Grace le tenait fermement par le collier. La moitié du village s'est rassemblée pour assister au spectacle. Pour beaucoup, ce spectacle était comme une bombe dans l'âme. Ils détestaient tellement la brute et l'escroc Peter que c'en était indescriptible. Les garçons, en particulier, battent des mains et crient hurrah. Lorsque Pierre, épuisé et maudit, s'est assis dans son tracteur et a filé sans regarder, les enfants ont entouré Arthur. « Tonton, apprends-nous ces tours. »« Tonton, d'où viens-tu » Les enfants admirent. « Engagez-vous dans l'armée, on vous apprendra tout. » Les garçons, Arthur sourit d'un air fatigué et croise le regard de Grace, rempli de fierté. Personne ne l'avait jamais défendu auparavant. Après avoir divorcé de Peter, elle avait méprisé les hommes, mais maintenant elle voyait de première main qu'il y avait des hommes nobles et forts comme Arthur. Elle n'avait tout simplement pas eu de chance auparavant. Arthur retourna à l'intérieur de la maison et Grace s'affaira dans la cuisine, dressant la table. Une petite fille d'environ 5 ans y était déjà assise. « Comment t'appelles-tu » demanda la belle à Arthur. « Je m'appelle Lucie. »« Et maman a dit que tu t'appelais oncle Arthur ?»« C'est toi qui as frappé mon père » demande-t-elle sérieusement. « J'ai dû le faire. Je suis désolée que ça se soit passé comme ça. » Arthur s'est excusé auprès de la petite fille. « C'est ce qu'il mérite. » Conclut soudain la fillette. « Il a frappé maman et moi aussi, juste ici. » Et Lucie lui montra la tête et le dos. Arthur est choqué. Comment peut-on lever la main sur une femme, et encore plus sur une petite fille ? Une idée lui vint à l'esprit. « Écoute, Grace, laissons tomber les formalités. Étant donné la situation. Pourquoi Lucie et toi ne déménagez-vous pas en ville ?
Peter ne vous laissera plus tranquille. Il pourrait même devenir violent. Au fait, vous avez étudié pourquoi? Oh, c'était il y a longtemps. Oui, et je n'ai jamais exercé ma profession. J'ai étudié pour devenir vétérinaire et j'ai eu les meilleures notes, dit Grace, et après avoir réfléchi, elle ajouta. Oui, maintenant nous sommes vraiment dans le pétrin. Tout le monde a peur de lui. Ils ne veulent même pas s'approcher de moi parce qu'ils auraient affaire à ce fou. Il m'a vu me débattre près de la clôture. Les hommes n'ont pas voulu m'aider parce qu'ils l'auraient tout de suite eu de sa part. J'ai pensé aller le supplier de m'aider. Il n'en est pas question. Et je serais parti d'ici il y a longtemps, mais pour aller où? Je n'ai ni argent, ni relation en ville. Pourquoi pas? Et moi, dit Arthur? Viens chez moi quand tu veux. Même maintenant, je peux vous aider à trouver un emploi. Je suis médecin et j'ai des amis vétérinaires. Qu'en dites-vous? Oh, j'ai peur de tout laisser tomber. Grace l'a admis. N'aie pas peur. Je t'offre mon aide. Tu peux vivre dans ma maison pendant un moment. Et pour que tu n'aies aucun doute, je vais te confier un secret. Alex vit avec moi. Il te connaît et tu le connais. Ensemble, ce sera plus facile. J'ai aussi un fils, Chris, et Pirate, un chien que j'ai aussi trouvé. Arthur sourit. Et il lui raconta comment il avait rencontré le garçon et que des personnes malveillantes le recherchaient. Grace se figea et resta silencieuse un long moment, puis s'assit et regarda attentivement Arthur. Je vais réfléchir à ta proposition, dit-elle doucement. Mais pour l'instant, je dois mettre de l'ordre dans mes affaires. Alors qu'Arthur s'apprêtait à rentrer chez lui, Grace s'inquiéta et commença à préparer de la nourriture pour qu'il puisse l'emporter. Elle mit dans un grand panier un grand pot de lait, un morceau de beurre, de la crème fraîche et du fromage blanc, et recouvrit le tout d'un tas de tartes. Prends ça. Au moins, il y a de la nourriture faite maison. Les pauvres. Bredouilla Grace. Ses yeux étaient humides. Arthur partit, jetant de temps à autre un coup d'œil en arrière. Pirate courut à côté, l'estomac plein. La petite Lucie l'avait nourri d'une douzaine de tartes et d'environ 5 œufs. Ils arrivèrent à la maison à la nuit tombée. Les garçons se préparaient à aller au lit, alors ils couraient dans la maison en débardeur et en pantalon de pyjama, n'acceptant pas les appels des voisins à se calmer et à aller se coucher. « Papa est rentré », s'exclame Chris. « Et vous, où étiez-vous? Et pourquoi tant de temps? » « Oui, dit le voisin avec ressentiment, trop longtemps. Nous nous étions mis d'accord sur 3 heures. Désolé, Aaron. » Arthur s'est excusé. C'est arrivé comme ça. Elle n'en voulait pas à Arthur et se souvenait bien qu'il avait souffert de la perte de sa femme. Oh, eh bien, fit-elle d'un geste de la main. La prochaine fois, appelez-moi au moins. Aaron reçut quelques fournitures du village que Grace avait fournies en guise de paiement pour son travail. La voisine était très contente, bien qu'elle ait d'abord refusé les friandises. Prenez-les, lui dit Arthur. Tout est frais, tout est naturel. Et il y en a trop pour nous, de toute façon. Regardez comme ce panier est énorme. Je l'ai à peine porté. Alex, sentant l'odeur familière de la nourriture du village, se jeta sur les tartes et le fromage blanc comme un loup affamé. Chris n'était pas loin derrière, bien qu'il ait la réputation d'être un petit mangeur. Les garçons dévorent tout avec gourmandise, mais avec plaisir. Soudain, Arthur remarque sur l'avant-bras droit d'Alex une tache de naissance en forme de cœur de la taille d'une pièce de monnaie. Il se dit alors que cette information pourrait être utile. Mais à qui la transmettre? Qui pourrait l'aider à retrouver les vrais parents d'Alex? Et il se frappa le front. Exactement. Il y a un commandant de police qu'il connaît, Monsieur Lloyd. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas pensé plus tôt?
Quand les enfants se sont enfin calmés et sont allés se coucher, Arthur a décidé d'accepter l'offre d'aide. Monsieur Lloyd? Bonsoir, Monsieur Lloyd. C'est Arthur Phillips qui vous appelle. Vous souvenez-vous de moi? Il compose le numéro de l'officier de police. Bien sûr, je me souviens. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Lloyd répond joyeusement au téléphone. Vous avez besoin d'aide? Il devine. Oui, vous avez raison, admet Arthur. Que puis-je faire pour vous? Demande sérieusement l'officier. Et Arthur lui raconta tout dans les moindres détails, sentant qu'à l'autre bout du fil, on le comprenait. Pourriez-vous vérifier par vos canaux si un garçon d'environ 6 à 8 mois a disparu il y a environ 7 ans? Il s'appelle Alex, mais son nom ne vous dira pas grand-chose. Mais il a un signe distinctif, un gros grain de beauté en forme de cœur sur l'avant-bras droit. Je vous enverrai sa photo et une photo de ce grain de beauté. Très bien, j'en parlerai à mes collègues demain. Nous enquêterons. Je vous tiendrai au courant, promet Monsieur Lloyd. Arthur est heureux que le moment soit venu de démêler cette histoire compliquée qui a rendu le petit garçon malheureux. Il alla voir Chris et Alex, qui avaient besoin d'une surveillance constante, mais il ne trouva rien d'anormal. Les deux amis dormaient paisiblement dans leur lit. Arthur se souvint qu'il n'avait pas mangé depuis que Grace l'avait nourri. Il se versa du thé chaud et mordit dans une tarte. Elle était délicieuse. Il se dit qu'il y avait longtemps qu'il n'avait pas mangé une telle cuisine maison. L'image de Grace apparut devant ses yeux. Il aimait vraiment cette femme. Si douce. Si simple. Sans la prétention désagréable typique de beaucoup de beauté de la ville et en beauté. Elle pouvait surpasser n'importe laquelle d'entre elles et sans un tas de maquillage et de chirurgie plastique. Les pensées d'Arthur furent interrompues par un timide coup frappé à la porte. Qui d'autre pourrait-il être à cette heure-ci? Les gens n'ont-ils pas l'habitude de regarder l'heure, pensa-t-il avec irritation, mais il ouvrit la porte et fut stupéfait. Grace et Lucie se tenaient là, avec une petite valise et un chat dans les bras. Une légère odeur de brûlé se dégageait du trio. Je ne voulais pas sonner au cas où les enfants dormiraient, dit la visiteuse à voix basse. Son visage était strié de larmes, tout comme celui de Lucie et le chat ébouriffé, voyant un étranger se frapper le visage sous le bras de sa petite propriétaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Arthur, surpris. Nous avons eu un incendie de cette taille, dit la petite Lucie en levant les mains. Le chat a sauté et s'est caché sous le canapé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel feu? Arthur ne comprend pas. La maison a été incendiée. Tout le monde sait qui a fait ça, mais il n'en subira aucune conséquence. Peter s'en est assuré. Il pensait que je courais directement vers lui, mais il s'est trompé. Grace a fulminé. Il aurait au moins dû épargner notre fille. Il a à peine réussi à sortir la vache, il l'a donnée aux voisins pour rien. Et la pauvre Molly, la chatte, j'ai eu pitié d'elle. Qu'elle reste avec nous, lénifia Arthur. Grace a souri avec reconnaissance, même si c'était un sourire à travers les larmes. Elle pleurait et Lucie essayait de la consoler. Arthur ne savait pas quoi faire. Que diriez-vous d'un peu de thé? Je peux vous offrir vos propres tartes, suggéra-t-il. Vous voyez, tout a été utile. Grace sourit à nouveau. Merci, dit-elle en essuyant ses larmes. Désolée, nous n'avions nulle part où aller. Au village, et même en ville, Peter a des relations. C'est un homme terrible, qui se fait passer pour un trouble-fête du village. Sournois. Rusé. Soyez prudent. Peter devinera sûrement où j'ai pu aller. Il a des yeux et des oreilles partout. Oui, je me moque bien de ses oreilles, répond Arthur en riant. Nous trouverons notre propre façon de nous occuper de lui. Et tu vivras ici. Il y a une chambre séparée pour toi, alors fais comme chez toi.
Après que les invités se soient rafraîchis et installés confortablement dans leur propre chambre, l'appartement d'Arthur devint enfin silencieux. Seul le chat sortait prudemment de sa cachette pour manger la nourriture qu'on lui avait gentiment laissée. « C'est incroyable », se dit Arthur en s'endormant. « Hier encore, Chris et moi étions seuls et indésirables, et aujourd'hui notre maison est remplie de gens bien. » Le lendemain matin, il s'est levé tôt pour aller travailler, car il devait subir une intervention chirurgicale difficile ce jour-là. Mais lorsqu'il est allé manger un morceau, il a trouvé un petit déjeuner somptueux. Il n'y avait personne dans la cuisine et le calme habituel du matin régnait. Soudain, le verrou de la porte s'est enclenché. Sentant que quelque chose ne va pas, Arthur se précipite vers la porte. « Allez, pirate, entre. » Doucement, dit Grace en essuyant les pattes du chien après leur promenade. Un chat satisfait les suivit. « Waouh !» chuchota Arthur pour ne pas réveiller les enfants. « Quand t'es-tu levé ? Je ne t'ai même pas entendu. Et tu as réussi à préparer le petit déjeuner. »« Oh, ce n'est rien, » répond Grace en chuchotant. « Je viens de la campagne, j'ai l'habitude de me lever tôt et de m'occuper des animaux. Je ne peux pas rester au lit et laisser la vache sans lait et les porcelets sans nourriture. »« Oh, comme ma vache me manque, » soupire Grace. « Ne t'inquiète pas, nous allons bientôt t'installer comme vétérinaire. Tu ne t'ennuieras pas. Je me souviens des signaux lorsque j'ai pris le pirate pour la vaccination de Rabi, un travail sans relâche. C'est comme ça que tu l'aimes, sourit Arthur. Après le petit déjeuner, il dit au revoir à Grace jusqu'au soir et se mit tranquillement au travail. Pour la première fois, il n'avait pas peur de laisser son fils à quelqu'un d'autre. Et Grace n'était pas une inconnue pour Arthur. Il s'était profondément attaché à elle et le ressentait profondément. Il ne craignait pas que Chris soit effrayé par cette femme inconnue. Grace connaissait bien Alex, et c'était bien suffisant. Le docteur Phillips, l'infirmière de service, a donné l'alerte. Le médecin-chef vous demande. Sans se douter de rien, Arthur se dirigea d'un pas vif vers le bureau de son patron. « Entrez », dit le médecin-chef quand Arthur frappa poliment à la porte. « C'est vous qui m'appelez ? Eh bien, Phillips, nous avons reçu une plainte d'un certain Moss. Il prétend que vous l'avez battu devant tout le monde. Que vous m'avez infligé des souffrances physiques et émotionnelles de façon cruelle et sadique. C'est exactement ce qui est écrit dans la plainte. Et vous savez que nous avons une règle dans notre hôpital ? Si une plainte est déposée, le médecin est suspendu des opérations et des consultations. Donc, Phillips, vous êtes temporairement suspendu de l'exercice de votre profession, a conclu le chef. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle règle, tout d'abord. Et deuxièmement, il m'a attaqué alors qu'il était ivre. De plus, il bat sa femme et sa fille. Et il a même mis le feu à leur maison. Arthur a protesté. Vous n'auriez pas dû vous mêler de la famille d'un autre, s'écria soudain le médecin-chef en se levant de son siège. Vous avez offensé une personne respectée et vous voilà en train de discuter des droits. Vous êtes de service aujourd'hui à la place de Russell. Partez, ou je vous renvoie. Vous savez quoi ? Ce n'est pas juste de s'occuper de hooligans et de brutes. Dit Arthur en claquant la porte. Ses collègues le regardent avec crainte. Apparemment, le médecin-chef les avait déjà intimidés. Eh bien, c'est leur problème s'ils suivent une âme corrompue. Pensa Arthur. Le chef n'hésitait pas à accepter des pots de vin. Tout le monde à l'hôpital le savait. Et maintenant, cela avait aussi affecté Arthur. Il était clair que le vil Peter avait réussi à rallier le médecin-chef à sa cause. Pensant qu'il pourrait être renvoyé, Arthur a rejoint la station vétérinaire. Se souvenant de la grâce, il décide de tenter sa chance. « Bonjour », dit Arthur au vieux médecin. « Auriez-vous par hasard besoin d'un spécialiste vétérinaire ? » « Pas moi, mon ami. Une personne très bien aime les animaux. »
Le vétérinaire leva les bras au ciel. Oui, en effet, monsieur. 2 de nos employés sont partis dans une autre ville et les jeunes ne sont pas pressés de venir ici, se plaignit le docteur. Eh bien, vous avez de la chance, dit Arthur. Une jeune femme du village veut travailler comme vétérinaire. Merveilleux. Je serai très heureux de la rencontrer, s'exclama le vieil homme en serrant joyeusement la main d'Arthur. Tu es notre sauveur. Pouvez-vous le croire ? Arthur se sentait mal à l'aise. Elle vient aujourd'hui. Arthur n'avait pas eu le temps de dire au revoir que Monsieur Lloyd l'appelait. Arthur, vous n'imaginez pas ce que j'ai découvert. Mais ce n'est pas une conversation pour le téléphone. J'ai besoin de vous voir d'urgence chez moi. Sans tarder, Arthur se rend au commissariat où l'attend une conversation intrigante. Monsieur Lloyd était d'excellente humeur et rayonnait de joie. Imaginez, il y a environ 8 ans, l'enfant de notre mère a disparu. Il s'agissait d'un garçon qui s'appelait Karl. Bien sûr, le nom n'a plus d'importance aujourd'hui, mais voici la partie cruciale. Le fils du maire avait une tache de naissance en forme de cœur, s'est exclamé Monsieur Lloyd. Depuis, le pauvre père et la pauvre mère sont à la recherche de leur fils. Mais comment l'enfant a-t-il pu disparaître ? Demande Arthur. On l'a volé directement dans sa poussette. Quelqu'un s'est précipité par derrière, a poussé le bébé et l'a attrapé. À l'époque, le maire était un homme d'affaires réputé et d'autres voulaient simplement s'immiscer dans ses affaires rentables. Ses concurrents ont joué le jeu en utilisant l'enfant comme moyen de pression. Le maire a même accepté leurs conditions. Mais quelque chose a mal tourné. Ils ont perdu l'enfant eux-mêmes. Alors qu'ils se cachaient dans les bois, ils ont placé le panier contenant l'enfant sous un buisson, puis, apparemment, ils sont partis à la recherche de ce qu'ils pensaient être leur fortune. À leur retour, ils n'ont pas retrouvé l'endroit où ils avaient laissé l'enfant. Imaginez ce qui serait arrivé à l'enfant si ce vieil homme ne l'avait pas trouvé. Telle est la situation, conclut un Monsieur Lloyd satisfait de lui-même. Quel rebondissement! Arthur n'en revient pas. Le maire est-il au courant pour son fils? Pas encore. J'ai décidé d'en parler d'abord avec vous. Maintenant, nous allons le voir ensemble. Le maire Anthony Miller était connu pour ses principes et son honnêteté. Il n'était pas en poste depuis longtemps, mais il avait déjà reçu des propositions de projets malhonnêtes, auxquels il s'était fermement opposé. Lorsqu'on lui annonce qu'un médecin et un policier veulent le voir, il est visiblement surpris. « Bonjour », les salue-t-il en entrant. « Qu'est-ce qui vous amène ?»« Bonjour, commença Monsieur Lloyd. J'ai rouvert le dossier de la disparition de votre fils. Je ne vais pas tourner autour du pot. Votre Karl semble être en vie. Seulement maintenant, d'après les documents, il s'appelle Alex et il est avec Monsieur Phillips. » Le policier se tourne vers Arthur. Arthur, dans les moindres détails, depuis le moment où il s'est promené avec son chien au bord de la rivière, a raconté au père choqué la vie complexe de son fils disparu. Après avoir écouté la fin de l'histoire, Miller se couvrit le visage de ses mains et pleura. Le cœur d'un père ne pouvait supporter une telle nouvelle. « Où est-il » demande simplement Miller. Les hommes se levèrent en silence et se dirigèrent vers la maison d'Arthur. Lorsqu'ils entrèrent dans l'appartement, une odeur de pommes de terre frites et de viande les envahit. Les enfants sont assis à la table et mangent le rôti avec avidité. Arthur est d'abord surpris. Il ne s'attendait pas à voir 2 garçons du même âge, mais le cœur d'un père lui disait qui était son fils, d'autant plus qu'il était le portrait craché de sa femme. « Alex », appela doucement Anthony. « Je suis ton père. Je te cherchais depuis si longtemps, et je t'ai trouvé. » Alex pose sa fourchette et regarde fixement l'invité. « Vous êtes vraiment mon père ?» Ses lèvres tremblent. « Oui, je le suis. Et tu as aussi une maman, gentille et belle », les larmes coulent sur le visage du père.
Alex se leva d'un bond de la table et se jeta dans les bras de son père. À travers les sanglots, il gémit comme un enfant, se souvenant de tous ses problèmes et pleurant celui qui avait été son grand-père. « Rentrons à la maison », dit Antoine à son fils. Alex regarde Arthur. « Allez, mon pote », dit Arthur en embrassant le garçon pour lui dire adieu. Quand Anthony et son fils sont partis, Monsieur Lloyd est resté pour écouter les plaintes de Grace et les soupçons d'Arthur. Il promet de prendre des mesures. Eh bien, notre Alex est le fils du maire. La vie prend des tournants et tu seras bientôt vétérinaire. Arthur sourit. Voici l'adresse. Ils t'attendent avec impatience. Le soir, tout le monde regarde la télévision. Aux dernières nouvelles, on apprenait que le maire avait été attaqué. Arthur se précipite à l'hôpital. L'opération est en cours et le chirurgien, épuisé, sort. Arthur, nous avons besoin de vous. La balle a effleuré le cœur. Arthur se précipite dans la salle d'opération. Il réussit à sauver Anthony, mais un groupe sanguin rare est nécessaire pour le rétablissement et il n'est pas disponible dans les réserves. Je vais l'aider. J'ai ce groupe sanguin, dit Arthur. Au fait, vous avez une certaine ressemblance avec le maire. Vérifions si vous avez des parents éloignés, suggère son collègue. Au bout d'un jour, Anthony était dans un état stable et pouvait même parler. Entre-temps, Arthur a été informé que le test ADN avait révélé un lien de parenté entre eux. Il s'est avéré qu'ils étaient frères. Il s'est avéré qu'ils avaient été séparés lorsqu'ils étaient bébés et placés dans des familles d'accueil différentes. Anthony en est informé. Eh bien, bonjour mon frère, dit Anthony quand Arthur entre dans sa chambre. Je suis si heureux de ne plus être seul. Il semble que le destin m'ait envoyé vers toi. Tu as trouvé Alex. Tu m'as sauvé et tu es mon frère. J'en suis heureux, mais sois prudent. Ne t'inquiète pas trop. Tu n'es pas encore prêt. Quand tu seras plus fort, nous parlerons sans cesse. Et nous visiterons le village où Alex vivait avec son grand-père. Les endroits y sont si beaux. Tu vas adorer, c'est sûr. Mais pour l'instant, repose-toi. Arthur s'en va et 1 heure plus tard, Monsieur Lloyd l'informe que les commanditaires de ces actes ignobles ont été arrêtés et qu'ils seront punis. Le fermier Peter Moss et le président, qui étaient au courant de tout et qui ont participé à l'affaire, devront également subir des conséquences. 3 jours plus tard, le médecin-chef corrompu est démis de ses fonctions. Le soir même, les collègues félicitent Arthur pour sa nomination bien méritée à la tête de l'hôpital de la ville. 1 mois plus tard, lorsque les souvenirs des terribles événements se sont estompés, 2 familles se sont retrouvées à la maison de campagne, devenue le cottage de grand-père Elliot. Alex, Chris et Lucy s'affairent dans la cour pendant que les adultes mettent la table. Quand Grace a ouvert la boîte à pain, elle a vu une boîte en velours rouge avec une bague de fiançailles à l'intérieur. Elle s'est retournée. « Veux-tu m'épouser ?» Arthur se tenait devant elle. « Oui, je veux bien. » dit Grace en riant. Il s'est avéré que tout le monde, sauf elle, savait qu'Arthur allait la demander en mariage. C'est pourquoi ils ont commencé à applaudir bruyamment et à féliciter le jeune couple. Grace s'approcha de Chris, qui la regardait avec des yeux admiratifs. « Veux-tu être mon fils ? Je t'aimerai beaucoup, beaucoup. »« D'accord, maman, » dit le garçon en la serrant dans ses bras. Le silence se fit. Tout le monde avait peur de faire fuir le bonheur qui venait enfin de s'installer dans cette famille.